si vous prenez une carte de Paris et que vous essayez de mettre le point le plus au centre de Paris possible, vous risquez de tomber sur ce studio, AK Studio. AK Studio, ça fait donc un moment que ça existe, plus de 10 ans. Un studio en plein cœur de Paris qui a enregistré plein d'artistes cool. Je pense notamment à DJ Widim, Les Sfinkles, Nutty, Vald, A2H, etc. C'est Anine qui va nous accueillir aujourd'hui, qui va nous faire visiter ce studio. Donc Anine qui est un G-Rec MX. Elle va nous montrer le AK Studio, l'organisation spatiale, le workflow et aussi les machines, puisque oui, c'est un studio tour. Dans ces machines, on va retrouver notamment les distressors, et je vous en parle parce que les distressors, vous le savez, c'est pas si facile de les retrouver en plugin. C'est une machine qui est hyper populaire, c'est vraiment le compresseur couteau suisse et c'est un des compresseurs hardware peut-être les plus utilisés dans le monde, en live, en mix, en rec, ça va partout. Et pourtant, je trouve qu'il y a assez peu d'émulation de distressors et surtout, il y en a peu qui sonnent bien et qui sont vraiment bien faites. Et parmi elles, vous le savez, il y a celle de Slate Digital. Et rien que pour vous, je vous ai négocié une promo sur les bundles Slate. Donc Slate, c'est le sponsor de cette vidéo. Ils font des plugins qui tuent depuis un moment et ils vendent ces plugins maintenant sous forme de pass mensuel, donc un abonnement. Et je vous ai négocié 10% de réduction sur leurs 2 abonnements, le All Access et le Complete Access. Il y a un des 2 abonnements qui est un peu plus complet, il vous permet d'avoir les plugins SSL officiels. Mais dans les 2 cas, vous avez tous les plugins SSL, dont cette incroyable émulation de distressor. Donc, pour avoir 10% de réduction, ça se passe avec le lien affilié en description. Avant de vous laisser guider par Anine, je vous invite à vous rendre sur ma boutique coolkidsaudio.com pour vos besoins en matériel studio et hi-fi, et aussi sur mon site si vous voulez faire appel à mes services en mastering. Sans plus attendre, bonne visite du AK Studio. On est à AK Studio à Paris, dans le centre-ville, vraiment dans le cœur, sous la terre, dans le cœur de la ville. Une des rues les plus vieilles de Paris. Et ça fait combien de temps que tu es ici alors ? Alors écoute, on a acheté en 2010. On a fait une bonne année de travaux, du coup on est ouvert depuis 2011 environ. Ok, alors vous c'est qui ? Alors nous c'est 3 collègues, enfin dont moi, Alex, Greg et moi. On bossait déjà dans un plus petit studio avant qui n'était pas à nous, dans le 17e. Et quand on a vu que ça fonctionnait bien, on a cherché un endroit et on est tombé sur cet endroit. Franchement, par grande chance, très très rapidement. Et du coup on a sauté sur l'occasion parce que l'emplacement c'était trop beau. Ok. Et qu'est-ce que vous faites ici alors ? Alors écoute, on fait un peu de tout, c'est-à-dire qu'on peut faire de la musique, on peut faire de la voix off, etc. Mais nous, on a vraiment ouvert pour faire essentiellement de la musique. Et donc on bosse avec les indépendants, les labels, même les amateurs en fait, avec n'importe qui. L'idée c'est de faire de la musique de façon le plus agréable possible, avec les meilleurs moyens, quoi. Ok. Est-ce que tu nous fais visiter alors ? Bien sûr. Donc vous êtes dans le salon du grand studio. Faites attention à tes pieds. Un petit bureau. Et nous voici dans la régie du grand studio. Donc qui est relié à la cabine par une petite caméra parce que ce n'est pas notre cabine là-bas derrière, c'est du câblage, des casques, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment le plus grand studio. On a 2 studios ici. Et ça, c'est le studio dans lequel on peut faire mixage donc numérique et analogique et des prises de son avec la cabine qu'on verra après, avec une cabine instrument et une cabine voix. Ok. Tu nous parles de la console, la TL ? Bien sûr. Alors, cette petite TL Audio M4, c'est une console à lampe, du coup. 16 tranches, donc à lampe au niveau des préamps et à lampe au niveau du master. Donc, ça colore sacrément. Disons que le matin et le soir, le même mix sonne pas pareil, quoi. Okay. c'est un peu le... Donc, depuis le temps qu'on l'a, on a dû pas mal la faire réviser. C'est assez compliqué parce que TL, ils existent plus, en fait. Donc on a un petit peu galéré avec ça, mais au final, c'est comme tous les studios à mon avis qui ont des consoles analogiques un peu anciennes. Tout le monde connaît l'histoire, hein. Il faut un petit peu caresser les boutons, il y a des petits faux contacts par-ci par-là, mais elle marche très bien. On s'en sert surtout pour les prises, en vérité, pour colorer pas mal les prises EQ et préamp, parce que le mixage console sans surface de contrôle, c'est plus très adapté de nos jours. Ça peut se faire, ça arrive vraiment de temps en temps. On va avoir un groupe qui nous dit « ouais, je veux mixer en analogique, vraiment », et à ce moment-là, on se fait les fades ensemble, les panoramiques, etc. Okay. Mais c'est quand même, disons que pour la moindre retouche, c'est une galère, donc c'est plus très adapté aujourd'hui. Ok, donc ici, c'est pas le seul matériel TL Audio, ici, il y en a un peu partout dans le studio. Il y en a un petit peu partout. Ouais. C'est vrai qu'au début, on était parti sur celui-là.
donc qui est un petit 50-51 EQ compression préampli. Et on en a un en fait dans le studio 2. Donc l'idée c'était de pouvoir avoir le même préamp dans les deux studios s'il faut faire des retakes, même si on n'a pas les mêmes convertos, quoi. Et puis moi personnellement j'aime beaucoup les lampes, j'aime bien tordre les préamps, je trouve ça assez intéressant même sur la compression, etc. Donc effectivement ça nous fait un petit lien entre les deux studios. Tu nous parles des machines qu'on a en dessous ? Complètement, donc ça c'est notre petit centre monitoring, bon Presonus classique, je t'avoue qu'on a hésité longuement à mettre 4000 balles ou 400 balles dans un monitoring, puis en faisant des tests on s'est dit qu'on allait rester là-dessus pour l'instant, donc ça nous permet de switcher entre les 3 paires d'écoute. Okay. On gère pas le talkback avec, ça on le fait via Pro Tools. Ensuite là on a mes 2 petits chéris, les 2 distressors. Ils sont souvent utilisés ? Oui, moi je m'en sers absolument tout le temps, déjà à la prise. Okay. Presque, sur la voix, à la prise. Ouais, sur la voix, j'arrive plus à faire une prise de voix sans compression. Alors c'est quoi, tu utilises les 2 en série ou juste un ? Bah juste un quand je fais du mono, mais ça peut arriver justement pour faire une petite compression, je sais pas, d'overhead, tu vois, ou un truc comme ça, ou un clavier, un synthé, de se servir des 2. Même si effectivement, comme tu peux le voir, il y a un EL8 et un EL8X, parce qu'on les a pas achetés en même temps. Okay. Donc ils sont pas tout à fait symétriques, on va dire. Okay. Voilà, en dessous on a le petit chandler, donc germanium, qui est un compresseur pareil, donc qui permet d'utiliser différentes diodes pour la compression. Ça c'est super intéressant. Et ce qui est génial, c'est qu'il a un dry wet intégré, donc ça pour de l'analogique c'est quand même assez cool, ça permet beaucoup de choses. Après pareil, c'est coloré quoi, tu l'entends, c'est pas transparent du tout. Et on a un dernier compresseur, c'est le X-Logic, le G-Series, donc série SSL. Donc ça, mon collègue qui fait un petit peu de mastering digital passe là-dedans, donc c'est pas que digital, mais il passe pas mal là-dedans. Moi, je vais plutôt m'en servir pour faire des compressions de bus, des choses comme ça, des compressions parallèles. Donc voilà, après on a notre patch Bantam. En bas, qui n'est pas allumé, on a le petit Summit, donc pareil, compresseur préampli à lampe, encore des lampes, nous on adore ça. Et ça, typiquement, on s'en sert énormément pour faire des prises de basse en DI, des choses comme ça, qu'on réamp ou pas après. Mais c'est vrai que souvent, pour une raison de gain de place, quand on fait des groupes un peu live, la basse, on l'enregistre souvent en DI, et puis après, on prend le temps de réamper proprement avec les micros, quoi. Donc vraiment, le Summit, je le trouve vraiment très très intéressant, rien à voir avec le son du TL pour le coup. Et la compression, pareil, rien à voir. Donc voilà. Et après, de l'autre côté, on a un petit multi-effectos électronique qu'un artiste qui fait un petit peu de dub nous a laissé gracieusement. Je t'avoue que je m'en sers assez rarement. C'est plus quand les gens veulent faire les effets avec nous, les délais, les trucs, on peut s'amuser un petit peu à deux dessus. Pareil, la M3000 qu'on a depuis très longtemps. Alors maintenant, vu les plugins de reverb qu'on a, on s'en sert de moins en moins. Mais je m'en suis quand même beaucoup servi. Franchement, là encore, c'est pas pour rien. Et après, on a nos préamplis, du coup, qui ne sont pas à lampe. Donc, on a le OPX de Nive, donc avec 8 canaux, qui est en dente, etc. Donc ça, si on change ensuite à terme de config, c'est très ouvert sur les connectiques. Et notre tout premier préamp, le 1073 DPD, qui nous servait aussi à l'époque de convertisseur. Pour bypasser les 888 de Pro Tools de nos débuts. Et voilà, et donc vu que dans le grand studio on a en Pro Tools HD, on a ici notre interface Omni, mais on a une symphonie pour, en gros on a en tout 16 entrées, 24 sorties. Alors c'est quoi la symphonie du coup, elle n'a pas une interface, c'est juste pour les convertisseurs C'est ça, exactement. Et enfin si, elle est en interface parce qu'elle sert celle qui sert de clock. Ah d'accord. Aussi. Mais disons que le Pro Tools HDX est obligé de passer par une interface HD Omni, donc on a les deux en série, quoi. La plupart du temps, on passe surtout dans l'Apogee. Et en bas, on a un petit Jomic, qui est un compresseur stéréo et élargisseur. Et j'avoue m'en servir énormément depuis 2-3 ans, alors que je l'avais un peu laissé au placard. Et sur quoi tu l'utilises ? Je l'utilise, alors typiquement sur les trucs hip-hop, où tu vas avoir beaucoup de choses mono ou très très centrées. Je l'utilise vraiment pour élargir et ça donne pas du tout la même chose que les plugins, les spreaders et autres. C'est vraiment intéressant et la compression, pareil, tu peux y aller bien fort sans que ça torde trop. Donc voilà, moi après c'est vraiment mon petit kiff, la compression en analogique, je trouve qu'il se passe quelque chose, tu vois. Contrairement aux EQ de la console, que je vais peut-être faire une EQ à la prise ou quoi, mais c'est assez sommaire, tu vois, ça va être aigu, bas, médium, tu peux pas gérer le Q, tu peux pas gérer grand chose en fait. Donc je préfère, quand je mixe, utiliser une FabFilter. Par contre, je préfère mon distressor que l'émulation distressor du AD, tu vois. Intéressant. Est-ce que tu nous parles des 3 paires d'enceintes qu'on a devant nous ? Oui. Alors, on a les Yamaha, les MSP5 qu'on avait dans l'ancien studio.
Honnêtement, moi, sur cette taille et cette gamme d'enceintes, je les trouve vraiment bien. Après, je les connais par cœur aussi. C'est pour ça qu'on les a ramenées ici. Hein. On en a racheté entre-temps parce qu'elles étaient un peu usées. Moi, je m'en sers essentiellement pour vérifier les mix quand on fait plutôt des trucs audiovisuels. Ou alors, quand je fais de la prise de voix ou de la prise tout court. J'aime bien vérifier sur des plus petites enceintes. Ensuite, les Adam, les S2A, ça va être avec les tweeters à ruban. Ça va être nos enceintes principales. Donc, ce qui est un peu compliqué, c'est que la plupart des gens n'aiment pas le son qu'elles ont, parce que c'est pas très flatteur. Mais cela dit, nous on y est habitués par rapport à l'acoustique de notre pièce, justement le fait qu'elle soit assez flat, c'est plutôt, enfin ça correspondait bien. On a fait 2-3 tests empiriques, hein, en mettant des morceaux qu'on connaît bien, en faisant des positions d'enceinte, en testant. On s'est fait prêter aussi d'autres paires d'enceintes par Adam, et finalement c'était celle-là. Okay. Donc là maintenant qu'ils ont changé de constructeurs, etc. Ça va être compliqué. Je pense que quand elles vont mourir, on va devoir les changer. Okay. Ça, c'est un grand débat, surtout qu'on est 3, donc il faut trouver un truc qui aille à tout le monde, ce qui n'est pas gagné. Voilà. Et ensuite, on a les Blue Sky, qui sont du coup un combo 2.1 avec le caisson de basse. Okay. Et ça, c'est l'écoute client encore. Enfin, je pense que mon collègue au master s'en sert pas mal pour vérifier justement tout ce qui est sub et pousser un petit peu le volume. Moi, personnellement, je passe 2 minutes dessus quand je mixe de la trappe, mais c'est surtout pour les gens. Tu mets plus de son, il y a le caisson de basse, tu sors de la pièce, ils se font plaisir, quoi. C'est la pièce où on passe la plupart de notre temps en autisme total, voilà. Ok, c'est la pièce des mixeurs, là. C'est ça, exactement. Donc, t'as vu, on a fait une config un peu, on pouvait pas se faire un desk sur mesure, donc on a fait une config, on a tout fait de nos mains. La config ergonomique DIY. C'est ça, le but c'est que tout soit accessible, de pas avoir l'écran entre les enceintes. Bon, c'est toujours pareil, après le débat des réflexions, t'as toujours des trucs devant tes enceintes, mais et voilà, tu vois, moi ça m'arrive de mixer debout, je suis à hauteur à peu près de Twitter, le siège escale en hauteur. Vu qu'on est 3, il faut quand même que ça s'adapte. Oui. Pièce suivante. Allez, partons de la cabine. Alors, nous y voilà. Donc, ça c'est la grande cabine. Là, on est actuellement en config prise, je peux fermer, prise instrument. Donc, on arrive à faire quand même, mine de rien, on arrive à faire du live grâce à ça et à la petite cabine voix, enfin petite, qui est pas si petite d'ailleurs, et qui est aussi cabine pour les instruments solo ou autres. Une grande cabine voix à Paris. C'est ça, exactement. Après, on a, comme tu peux le voir, on l'a vraiment faite nous-mêmes parce qu'il fallait suivre les courbes. Donc ça a été shed, faire les plans, etc. Et donc ce qui nous a permis de faire vraiment l'acoustique qu'on voulait. Et on voulait un truc très très mat. Moi personnellement, quand je fais de la prise de voix, à moins que ce soit du lyrique évidemment ou du classique, j'aime bien avoir un truc vraiment mat. Et comme ça nous permet après de retravailler comme on veut. Donc si vraiment les gens trouvent que ça manque d'air, on ouvre un peu la porte, on laisse un peu. Mais quand t'es fermé, t'es vraiment t'es bien mat. Et du coup là toutes les prises de voix, et après quand on fait des cuivres, guitare acoustique, on a les 2 acoustiques possibles, ça dépend un petit peu pour quel projet c'est, quoi. Est-ce qu'il y a besoin vraiment de beaucoup rebosser ou est-ce qu'au contraire on garde l'air de la pièce? Parce que pour le coup dans l'autre cabine, on a gardé vraiment l'acoustique qu'il y avait dès le début, on a rajouté des panneaux. Et on a aussi plein de panneaux amovibles qui sont rangés derrière, mais qui peuvent venir quand on fait du live, séparer les musiciens ou autre. Et c'est vrai que la première fois, on a fait jouer un batteur ici. On a trouvé ça hyper intéressant d'avoir une acoustique un petit peu marquée. Et juste, on a plein de panneaux amovibles pour la réduire si jamais on a besoin. Mais honnêtement, pour l'instant, on n'a jamais eu à le faire. À part peut-être pour des chorales ou des choses comme ça, où on a vraiment une acoustique un peu trop marquée. Mais pour les prises d'instruments, c'est super. Pour la batterie, tout ce qui est cordes, tout ce qui est guitare, même les amplis, etc. Franchement, ça marche très très bien. Donc mon collègue lui est spécialiste de faire des configs live où il se retrouve à 7-8 ici, avec un contrebassiste derrière la console, et il remplit tout le studio, il arrive à faire du vrai live. Trop bien. Donc voilà, on a 2 amplis, on en a un autre aussi un peu plus typé métal. On a un vrai Orgamonde d'époque qui fonctionne, classe. Avec sa Leslie, qui fonctionne aussi. Ah, j'avais pas vu la cabine. Et avec le secret de l'acoustique de la pièce, qui est cette couette PSG des années 90. Ah, elle est pas là par hasard. Non, elle sert justement à mater un petit peu en fonction. Ok. Donc voilà, et après tout le parc micro qui était rangé là-bas, on a ce qu'il faut pour faire une config live, quoi. Alors c'est quoi le micro-voix principal ici? C'est quoi que tu vas sortir par défaut? C'est le U87. Ok. C'est vraiment... Alors on a des C414, on a d'autres larges membranes. Moi, le 87, déjà, je l'adore, je le connais bien. Et vraiment, la chaîne Distressor, NIF 1073, U87, je trouve que ça fonctionne parfait.
C'est le combo gagnant AK. Ah, moi j'adore, et surtout dans une pièce assez mate, parce que par contre il est très sensible à la pièce, donc si tu fais de la prise de voix dans une pièce qui résonne, je pense que c'est pas le meilleur compromis. Un 414 déjà où tu peux changer la directivité serait peut-être plus intéressant. Enfin celui-là tu peux changer la directivité, mais c'est vraiment, t'as pas d'hypercardio quoi, c'est bi ou omni ou cardio quoi. Donc nous c'est celui de base, après si les gens veulent un autre micro, ça nous arrive de faire des prises au dynamique, donc SM7 ou R20. Même M150, là, le ruban de chez Bayard. Mais par défaut, oui, on va mettre le U87. Okay. Et puis après, voilà, on a des petites membranes pour tout ce qui est instruments acoustiques, les prises stéréo, 2 KM 184, un petit Chops CMC5. Et voilà, on a 4 SM7, on a aussi une config avec une table de podcast possible, table ronde de podcast, quoi, avec les pieds de micro, radio, etc. RE20, M88, après tous les classiques, Beta 52, 609, etc. Donc normalement, on a de quoi faire. On a autant de micros que d'entrées micro. Donc, Parfait. On passe à la pièce suivante ? Tout à fait. Donc là, on va prendre un passage secret qui est fermé la plupart du temps, parce qu'on peut évidemment accéder aux 2 studios séparément. Et nous arrivons dans le studio 2. Petit studio qui permet uniquement de faire de la prise de voix. On déconseille les instruments solistes, c'est faisable, hein, mais disons qu'en termes de place, voilà, c'est peut-être pas... Donc je sais pas si tu vois très bien, parce que j'ai pas vraiment allumé, mais t'as largement la place en vérité de faire autre chose que de la voix, c'est plus en termes d'acoustique. On conseille plutôt aux gens de prendre l'autre studio. Après, j'ai déjà fait des prises de tout type de choses ici, hein. Donc pareil, petite cabine faite maison, acoustique maison, tous les panneaux, tout est fait maison. Mais ça marche. Et du coup, ici, on est en config vraiment all in the box, à part évidemment le préampli, donc le TEL 5051 qu'on retrouve dans le studio 1 dont je te parlais tout à l'heure. Et après, on est en Apollo en termes de converto et Pro Tools en natif, avec les HS80 que les gens connaissent bien. Comme ça, on est dans un truc un peu plus, voilà, un petit peu plus proche des gens qui sont moins professionnels, etc. Je pense qu'ils sont moins perdus ici. Mais c'est vrai que pour répondre à beaucoup de gens qui se posent la question, c'est pas parce qu'il est plus petit et qu'on n'a pas de console que le studio est pas pro. On peut clairement avoir un résultat professionnel aussi, c'est juste que c'est un autre workflow, quoi. On passe à la pièce suivante ? Est-ce qu'il nous reste à visiter ? Il nous reste une pièce qui n'est pas vraiment visitable, mais on peut quand même y jeter un œil, c'est le studio 3 qui est secret. Je pense que pas mal d'artistes qui viennent ici ne savent pas l'existence de cette pièce. Mais moi j'ai envie de le faire découvrir aux gens parce que là c'est collector. Et là il se passe quand même pas mal de choses en effet. Donc là on a notre ancien Revox. Est-ce qu'il tourne des fois ? Alors il a tourné et là il faut qu'on répare le cabestan. Donc en fait c'est un peu la pièce des choses qu'il faut réparer. Ou alors des choses qu'il faut trouver l'ordi qui va avec. Okay. Parce que donc après on a pas mal de vieux trucs, donc on a aussi notre patch là parce qu'on va changer le patch, mais tu vois on a des platines CD, des platines vinyle, du HI8, du DA78, on a un SP2000 d'Akai là-bas qui fonctionne. Tout ce qui est dans le rack j'ai testé, ça fonctionne bien. On a tous nos vinyles, les Ghetto Blaster pour faire des fois tu sais on enregistre des sons sur cassette, on récupère le son avec un micro pour faire un truc un peu à l'ancienne plutôt que d'aller mettre un effet décapitator old tape, on le fait nous-mêmes. Ce qui est plutôt cool. On a aussi notre ancienne 192 et puis les vestiges de tous les Pro Tools précédents. Donc la Digi, les 2 Digi, la Commandate, extrêmement rare, première surface de contrôle Pro Tools, la M-Box à l'ancienne, ça rappelle des souvenirs pour les home studios. Et donc là on a une config avec un ancien Mac PowerPC qui fonctionne avec les 2 surfaces de contrôle, qui permet d'ouvrir un superbe Pro Tools 10. Trop bien, donc si vous n'arrivez pas à ouvrir votre Pro Tools 10... Exactement, et mine de rien, ça peut arriver quand même. Il y a pas mal de gens qui sont... Et donc là, il y a un ampli un peu plus métal dont je te parlais, une petite MPC 500. On a aussi une talkbox, on a des pédales, d'harmonizer, tout type de choses qui franchement sont très cool, mais il y a assez peu de gens finalement qui en voient l'intérêt. Nous pour l'instant on a gardé et j'en suis assez contente. Ok. Et c'est quoi en dessous là, le Fostex ? Alors ça, c'est un multitracker. C'est un genre de... Je crois que c'est enregistré sur disquette. Et ça permettait de faire du multipiste en enregistrant les multipistes en séparé en fait. Ok. Et c'est numérique, c'est de la numérique, date dessus. Digital multitracker. Trop classe. Ah, franchement, maintenant c'est vrai que ça fait rire vu la taille du truc. On se dit, ça sert à rien que ce soit numérique, tu vois, mais... Donc non, tout ça fonctionne. C'est juste que il faut le matériel qui va avec et les gens qui en ont besoin, quoi.
Est-ce qu'à Acast Studio, il y a des changements prévus? Enfin, qu'est-ce que vous allez faire ces prochaines années? Vous restez comme ça ou vous avez des petits changements de workflow Alors oui, des petits changements de workflow, il va falloir. Hein. Là, comme je te disais, on va refaire déjà tout notre câblage. On va rajouter, parce qu'on a racheté des machines, etc. Et là, on commence à être à bout de nos barres de patch. Donc on va refaire, on va en rajouter une et je pense qu'on va revoir tout le câblage. Parce que même si ça bouge pas trop, c'est toujours pareil, ça s'oxyde, etc. Donc faire ça tous les 4-5 ans, vraiment tout changer, je pense que c'est pas mal. Mine de rien, ça va déjà faire pas mal de taf. Et après, vraiment, l'objectif derrière, c'est de changer les ordis. Parce que là, on tourne sur quoi, là? Là, on est sur des Mac Pro, les 2012, etc., qui sont reconditionnés. Donc pour l'instant, tout marche, mais très bientôt, on va arriver à l'obsolescence programmée. Sûrement qu'on ne pourra pas avoir le dernier Pro Tools, le dernier Autotune. Okay. Donc il va falloir... Et puis les plugs sont de plus en plus lourds, en fait. Ouais. Et avec la même session, quand tu mettais 8 EQ Waves et maintenant t'en mets des Fab Filters, ton ordi en fait il prend cher. Du coup ça serait vraiment la prochaine étape et ça fait pas plaisir. Je préfère acheter des micros que des ordis. C'est sûr, c'est moins sexy. Donc c'est ça l'idée. Et puis on aimerait bien aussi choper un ampli basse et une nouvelle batterie dans l'idéal. Mais c'est vrai que les ordis c'est moins kiffant, mais je pense que c'est ça le prochain step. Tu es donc ici l'une des 3 personnes qui possèdent ce studio, n'est-ce pas? Tout à fait. Et à côté, tu enseignes aussi? J'enseigne, tout à fait. Je donne des travaux pratiques et quelques cours à l'ESRA, donc une école d'audiovisuel dans laquelle il y a une section son, l'ISTS, et que j'ai faite à l'époque, en fait, pour me former. Et c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré un de mes 2 collègues. Et le 3e avait fait la même école 10 ans avant nous. Trop bien. Donc là, c'est le studio de l'ESRA ici. Exactement. Presque. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que tu vois les gens évoluer, les choses évoluer, le matériel évoluer. Puis là-bas, ils ont quand même des très beaux studios. Ça permet d'un petit peu changer. Moi, j'adore changer de config. J'adore mon studio, mais j'adore aller dans d'autres. Qu'est-ce que tu leur apprends alors à tes élèves quand ils veulent découvrir le studio, quand ils veulent travailler en studio? Alors écoute, moi la plupart des TP que je fais, c'est surtout axé sur le studio musique, et donc tout ce qui est plutôt console analogique, hardware, prise de son, placement micro, le patch, toutes ces choses-là. Après j'ai des petits TP aussi sur les plugins, etc. Mais moi je suis surtout sur tout ce qui est pratique analogique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vu quand ils rentrent en première année d'école, ils ont peut-être 17-18 ans, l'analogique c'est assez mystérieux pour eux en fait. Du coup c'est pas de trop et c'est très intéressant. Parce que c'est vrai qu'au tout début, ils vont plutôt te dire mais en fait ça a l'air plus chiant que pratique. Ouais. Ce qui en soi n'est pas faux, mais c'est un autre workflow quoi. Et donc quand je leur montre que moi j'ai des milliers de photos dans mon iPhone de mes machines, parce qu'en fait les recalls c'est des photos quoi, ils se moquent un petit peu de moi, mais des fois je fais le test, je sais pas, on a une console, je leur demande de mixer un truc et je leur coupe tous les écrans. Ouais. Au début ils sont un peu perdus, et puis après en fait ils se rendent compte que t'entends différemment et que de pas voir les valeurs, ça te permet des fois de faire des réglages que t'aurais peut-être pas fait. En fait, tu tournes le truc jusqu'à ce que ça sonne, quoi. Et tu te dis pas, ah, c'est dans le rouge, ah, c'est plus loin, ah, c'est aux 3/4. Donc je trouve qu'il y a un vrai côté spontané, feeling là-dedans, et ça me plaît pour l'écoute. Ouais, je comprends. Eh ben merci, Anine, pour l'accueil. Merci à toi. Et à la prochaine. À la prochaine.